je serais super heureux si à 12h45, vous repartez avec 3, alors on peut leur donner plein de noms, des tips, des astuces, des outils, des solutions, des actions concrètes à mettre en place dans votre propre prospection commerciale. Voilà le défi que je nous propose et vous me direz à 12h45 si on a atteint ce résultat. Ça vous convient ? Vous êtes parti ? On est partant ? Oui ? Alors on est parti. Comment donc réussir à faire le premier pas vers nos prospects ? Donc on a fait rapidement, donc peut-être on va le refaire. Donc qui a déjà donc créé son entreprise ici ? Nous. Donc on est une petite majorité déjà. Et qui donc s'apprête à la créer ? Ok. Il y en a qui n'ont pas levé la main là. Donc j'espère qu'on va repartir et qu'on va atteindre donc ce résultat de 3. Alors, pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vous parlais d'un état d'esprit. Comment donc faire le premier pas vers nos prospects ? Eh bien, l'état d'esprit que j'aimerais partager avec vous, et je vais tout de suite vous faire une confidence, cet état d'esprit, c'est celui qui m'anime personnellement quand je mène ma propre prospection commerciale. C'est celui que j'ai partagé avec un très grand nombre de mes clients, ceux que j'accompagne depuis 19 ans. Et cet état d'esprit, je l'ai appelé la chasse artisanale. La chasse par opposition à la pêche. Je ne suis pas expert du sujet, mais on voit bien la différence. La pêche, je m'assois, j'ai une canne à pêche, j'ai des appâts et j'espère que le poisson va mordre, alors que la chasse, je vais chercher directement les bêtes. Donc cette démarche de prospection, cet état d'esprit, je l'ai appelé la chasse artisanale. Pourquoi ? Parce que déjà, si vous êtes comme moi une personne âgée, vous vous rappelez peut-être des années 80. Dans les années 1980-1990, les managers commerciaux, dont je faisais partie, posaient cette question lancinante. Combien d'appels tu as passé ? Pourquoi ? Parce qu'on savait, vous l'avez connu aussi madame, on savait que notre salut, que notre succès passait par les nombres. Il fallait passer le plus grand nombre d'appels en prospection commerciale pour s'en sortir. Et donc quand on était manager, on disait combien d'appels tu as passé ? Dans cette démarche de chasse artisanale, à la question combien d'appels tu as passé, on répond le moins possible. C'est-à-dire que déjà le premier état d'esprit que je vais partager avec vous, c'est de se dire, on va essayer d'adopter une démarche de prospection qui serait écologique, qui serait économe de ses efforts. Donc combien d'appels tu as passé ? Le moins possible, parce que ce que je vais chercher, c'est la plus grande efficacité possible. Deuxième élément important dans cet état d'esprit, on évoquait le B2B, donc le business to business. Non. Dans cette chasse artisanale, on va plutôt raisonner en age to age, c'est-à-dire en humain à humain. L'état d'esprit, c'est qu'on va essayer de créer tout de suite une relation intime, une relation chaleureuse, une relation humaine avec les prospects que l'on va essayer de contacter. On va essayer le plus possible de se démarquer, de toucher leur cœur. Voilà l'état d'esprit de cette chasse artisanale. Alors ok, ça c'est marrant, c'est mignon, c'est sympa, mais concrètement, ça se traduit comment ? Eh bien, ça se traduit par la définition du bon prospect. Un bon prospect, c'est quoi ? Eh bien, il se résume dans ce sigle, PAF. Alors, on se rappelle de Paf le chien, et il finissait mal, le pauvre. Là, Paf le bon prospect, il va bien terminer. Pourquoi Paf le bon prospect ? Parce qu'il a 3 qualités. La première, sans aucun doute la plus importante, la pertinence. Si vous avez, là encore, vécu dans les entreprises et que vous faisiez déjà du commercial dans les années 1980-1990, donc au siècle dernier, vous vous rappelez peut-être qu'il y avait un stade avant le stade de prospect.
Vous vous rappelez comment on l'appelait? C'était le suspect. Avant un prospect, ça s'appelait un suspect. L'analogie est pertinente. Pourquoi? Parce que ça nous fait penser à une enquête policière. Et dans une enquête policière, que fait l'enquêteur? La première question qu'il se pose. Il y a eu un crime. Quelle est la première question que se pose l'enquêteur? À qui profite le crime? On est bien d'accord. Parce que c'est a priori celle ou celui à qui ça profite qui est peut-être un suspect. En démarche commerciale, de manière là bien plus positive ou bienveillante, on va s'appliquer le même raisonnement. À qui mon offre profite-t-elle le plus? Ce qui revient à se dire, qui sont les prospects a priori les plus pertinents pour moi? Dans l'idéal, qui sont les prospects qui vont m'engueuler de ne pas les avoir appelés plus tôt? C'est des trois, de mon point de vue, le critère le plus important. La pertinence peut d'ailleurs fonctionner dans les deux sens. Je peux être pertinent pour ce prospect, ou ces prospects sont pertinents compte tenu de mon offre. Prenons tout de suite plusieurs exemples concrets. Tiens, la semaine dernière, je travaillais avec un client. On analyse son activité. Il me décrit avoir terminé une mission, très bien d'ailleurs, dans le monde des laboratoires d'analyse médicale. Quelle est la conclusion à laquelle on peut tout de suite parvenir? Prospectons vite les concurrents de ce groupe qui possède eux aussi des laboratoires d'analyse médicale. Parce que quel est l'intérêt, quelle est la pertinence? C'est que si je viens de travailler dans le monde des laboratoires d'analyse médicale, je viens d'acquérir du vocabulaire, une connaissance métier qui vont faire gagner du temps aux clients suivants. Donc sous réserve que je n'ai pas de problème contractuel ou éthique ou de clause de non-concurrence, il peut être très très pertinent de prospecter les concurrents, les acteurs du même secteur que mes premiers clients, parce que je vais revêtir de la pertinence pour eux. Prenons un autre exemple assez évident. Quand je travaille avec un groupe de traducteurs, par exemple un traducteur qui traduit de l'allemand vers le français, c'est assez évident qu'il a intérêt à prospecter par exemple des entreprises allemandes implantées en France, qu'il a intérêt à prospecter des entreprises allemandes qui ont des projets d'implantation en France, et que par exemple on va les trouver, entre autres, ces entreprises parmi les adhérents de la Chambre de commerce franco-allemande. Un autre exemple, un client éditeur d'un logiciel de type ERP. Ça vous parle un ERP à tout le monde? C'est le gros logiciel qui fait tout, qui fait la facturation, la gestion. Je ne sais plus ce que ça signifie d'ailleurs, ERP en anglais. Enterprise, je ne sais plus quoi. De quoi se rend-on compte en analysant son portefeuille client? On se rend compte donc que son cœur de cible, ce sont les PME, et qu'il y a un événement qui est très propice à la réflexion de la mise en place d'un ERP, c'est le changement de dirigeant, et notamment un rachat. Quand une vieille PME, qui a plusieurs années d'existence, plusieurs décennies d'existence, elle est rachetée par un nouveau dirigeant, ce nouveau dirigeant a souvent à cœur de mettre en place des nouveaux outils de gestion. Et donc l'indice, cette PME vient d'être rachetée, nous donne un critère très, très pertinent quand on vend du logiciel. Au travers de ces trois exemples, ou quatre, je ne sais plus, concrets, ce que je veux illustrer par là, donc, c'est ce critère de pertinence, c'est mon produit, mon service, a priori, ce prospect en a besoin. Dans le dernier exemple que je vous ai cité, le rachat par un nouveau dirigeant, cet indice est particulièrement intéressant parce qu'il correspond à un événement timé. Et donc cela accroît nos chances de faire mouche. Parce que dans les exemples précédents, je suis a priori pertinent pour les laboratoires d'analyse médicale, c'est vrai, mais je n'ai pas d'indice temporel. Ces prospects, si pertinents je puisse être, il se peut qu'à ce moment où je les appelle,
Ils n'auront pas besoin de moi. Alors que dans le dernier exemple que je vous ai donné, on a un indicateur, un indice qui est lié à la temporalité. Et ça, c'est encore plus intéressant quand on prospecte. Donc c'est vrai que c'est intéressant si vos indices de pertinence sont en plus liés à la temporalité. Ça accroît vos chances d'arriver au bon moment. Pertinence. Maintenant, c'est quoi les deux autres? Les deux autres, c'est l'affinité, le deuxième critère que j'aimerais partager avec vous. Alors l'affinité, à la différence de la pertinence, vous pouvez peut-être en faire l'économie. Mais c'est vrai que c'est mieux. Alors l'affinité, à quoi ça correspond? L'affinité, c'est que j'éprouve de l'attirance pour le secteur ou pour l'entreprise que je prospecte. Ça va me permettre de rajouter de la passion, de l'enthousiasme dans ma démarche commerciale. Là encore, prenons un nouvel exemple concret. Tout à l'heure, on parlait par exemple d'un traducteur qui traduit de l'allemand vers le français. Bonjour. Il traduit de l'allemand vers le français. Donc il va identifier des entreprises allemandes installées en France. Il pourrait rajouter le critère de l'affinité. Par exemple, il peut nous déclarer, cet traducteur, être passionné par l'automobile. Et donc le fait de prospecter des entreprises du secteur automobile va lui rajouter de l'enthousiasme. Son rêve même, c'est de travailler pour Porsche. Et ça, cette notion d'enthousiasme, elle peut être un élément qui va rajouter de la différence dans votre démarche commerciale. Enthousiasme, je vérifiais en préparant cette conférence, c'est un très beau mot d'origine grecque, j'aime bien faire le savant, qui signifie celui qui est habité par Dieu. Vous vous rendez compte? C'est quand même pas rien. Dieu et moi vous prospectons aujourd'hui. Donc ça va nous permettre, oui, de rajouter de l'enthousiasme, de la passion, de la motivation et des éléments, là encore, différenciants dans notre approche. L'affinité. À ce propos, on peut également faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut décider d'éliminer des entreprises ou des secteurs pour lesquels nous éprouvons au contraire de l'aversion, avec lesquels nous ne nous sentons pas bien. Pour vous donner un exemple très concret, j'ai un client qui est une agence de design industriel. Leur métier, c'est de concevoir des produits et donc de se projeter dans l'usage du produit. Ils m'ont expliqué, les deux associés, ne pas être à l'aise avec le secteur de l'armement. Parce que se projeter dans l'utilisation d'une arme létale, ça leur pose un... Ils sont pas bien. Bon, ben c'est pas grave. On va enlever ce secteur. Il y en a plein d'autres. Et à l'inverse, c'est assez amusant puisqu'ils ont exclu les armes. Et à l'inverse, ils sont très à l'aise avec le secteur des sextoys. Et ils ont développé plein de sextoys. Mais comme ils me disent, ça tue personne. Et au contraire, ça fait du bien. Et donc, ils ne sont pas du tout mal à l'aise avec ce secteur-là. Donc, l'affinité. L'affinité peut également être liée, pourquoi pas, selon nos métiers. Parce que, par exemple, on peut avoir un métier où on accompagne le dirigeant. Ça peut être lié au fait que l'on admire sincèrement ce dirigeant, ce chef d'entreprise. Et ça nous rajoute de la motivation que l'idée de l'accompagner. L'affinité. Et enfin, dernier critère, et non des moindres, la facilité. La facilité, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que nulle part, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, nulle part n'est gravé dans le marbre, tu prospecteras dans le sang, la sueur et les larmes. J'ai cherché, c'est marqué nulle part. On a au contraire intérêt à prospecter avec facilité. La facilité, concrètement, c'est quoi? Alors, la facilité ultime, c'est que l'on appelle un prospect que l'on connaît. Ça, c'est génial. C'est que le prospect qui nous décroche son téléphone en nous disant « Bonjour Arnaud, comment vas-tu ?» Ça, c'est l'idéal. Ça a l'air d'être une évidence, mais a fortiori, pour celles et ceux qui sont en création d'entreprise, qui sont au démarrage, je ne saurais que trop vous encourager de prospecter, de démarrer en prospectant des gens que vous connaissez. C'est comme pour faire du ski. On démarre sur des pistes vertes, voire sur les pistes Milka. Ça ressemble à des terrains plats. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on prend confiance. Donc si vous en êtes au démarrage,
que ce sont les tout premiers appels de prospection que vous allez passer de votre vie, je vous encourage à la démarche qui consiste à appeler des gens que vous connaissez déjà. Ça va vous permettre de prendre confiance. Ça, c'est le niveau de facilité ultime. Je prospecte des gens que je connais. Ensuite, il y a le deuxième niveau, c'est je prospecte de la part d'eux. Ben oui. Et là encore, on a intérêt, quand on démarre et puis tout le temps, à solliciter notre réseau, à avoir cette démarche systématique. Quand par exemple, je mène un entretien de bilan avec un client, si jamais, par extraordinaire, ce client est content, je peux lui enchaîner avec la question, bah, écoute, c'est super, je suis content que tu sois content. Qui sont les 3 chefs d'entreprise, si par exemple c'est ma cible, que je peux appeler de ta part? Parce que appeler un prospect de la part d'eux, bah, c'est génial. Je peux également utiliser mon réseau, par exemple, si j'ai la chance d'avoir fait une grande école, mon réseau d'anciens. J'accompagne beaucoup d'ingénieurs, celles et ceux qui ont fait par exemple les arts et métiers, bah, c'est super facile. Entre gazards, comme ils disent, on se tutoie d'entrée. Donc, si j'ai la chance d'avoir fait une grande école, je vais taper dans mon annuaire d'anciens. Si j'ai la chance d'avoir travaillé, d'avoir bossé dans une grosse boîte, souvent les grosses boîtes ont une vraie culture d'anciens. Les anciens de chez Procter & Gamble, par exemple, s'appellent des proctériens entre eux. Il y a un vrai réseau d'anciens. Donc ça peut être mon réseau d'anciens de la grosse boîte dans laquelle j'ai bossé. Ça peut être le syndicat d'entrepreneurs auquel je décide d'adhérer quand je crée ma boîte. Ça peut être un réseau plus ciblé. Je me souviens d'avoir accompagné une cliente qui était adhérente d'un réseau qui s'appelait les chefs d'entreprise chrétiens. Petit réseau, mais extrêmement fort. Donc ça peut être le réseau, le groupe dont je fais partie. Et évidemment, l'idéal, c'est d'enchaîner les 3. J'ai un client ainsi qui a créé le PAFomètre. Il note chaque critère de 1 à 5 et il met en premier évidemment les prospects qui ont la note maximum, 15. Parce que c'est l'idéal. C'est d'avoir un prospect pour lequel notre offre revêt une très grande pertinence. On l'adore, ou on adore les produits qu'il fait, et en plus, on peut l'appeler de la part d'eux. Et là, vous voyez, tout à l'heure, sur la slide précédente, je vous disais combien d'appels tu as passé, le moins possible. Mais oui, parce que quand j'atteins ce très haut niveau de préparation, je peux avoir un taux de prise de rendez-vous qui devient indécent, qui est à 60-70%. Parce qu'une nouvelle fois, il n'y a nulle part marqué, tu prospecteras dans le sang, la sueur et les larmes. Et que c'est plus agréable d'avoir une démarche qui a un très haut niveau de succès, plutôt que de gérer la frustration, d'avoir que des appels inaboutis. De surcroît, n'oublions pas que nous sommes, pour quelques mois encore, en 2022. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Moi, je me rappelle de 1987, c'est l'année où j'ai commencé à travailler. Oui, je sais. En 1987, l'information était coûteuse, voire impossible à trouver. On pouvait appeler des prospects en leur disant bonjour, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on ne savait rien. En 2022, c'est impossible de ne pas s'être à minima préparé. Personnellement, moi, je suis une SARL à 0 salarié. Quand je suis au bureau, que je décroche, que je dis CA+, Arnaud Ciel, bonjour, et que j'entends quelqu'un qui me dit oui, bonjour, je voudrais la personne en charge de la gestion de la flotte automobile. Comment peut-on appeler une SARL de 0 salarié et demander le responsable de la flotte automobile? Alors quand je suis joueur, je dis ça dépend sur quelle zone. C'est pas le même. Ce qui n'est pas gentil, je vous l'accorde. Ne me regardez pas ce regard méchant, c'est pas gentil. Mais il ou elle n'est quand même sacrément pas préparé. Et ça, n'oublions pas qu'il y a quelque chose qui est très vrai chez nous les humains, c'est la symétrie des attentions. Par quel miracle voulez-vous qu'un prospect nous accorde du temps, de l'attention, de l'amour, si nous n'avons pas commencé nous-mêmes
à lui consacrer du temps, de l'attention, de l'amour, à minima du respect. Ça ne marchera pas, c'est pas possible. Donc l'intérêt de cette préparation, c'est ça va nous permettre d'avoir un taux beaucoup plus élevé d'appels aboutis et d'appels qui aboutissent au succès. Maintenant, pour se dépêcher un petit peu. Concrètement, comment je fais pour trouver paf le bon prospect? Est-ce qu'il y a une source de la pafitude? Eh bien, plusieurs outils. D'abord, vous, nous. Et oui, toutes celles et ceux qui ont levé la main pour dire qu'ils avaient déjà créé leur boîte, vous possédez un truc qui est très précieux, qui s'appelle votre fichier client. Regardez-le, analysez-le. Qui sont vos meilleurs clients? À quoi ressemblent-ils? Quelles sont leurs caractéristiques? Quels ont été les faits déclencheurs de la collaboration avec vous? Vous avez dans votre fichier client de très nombreux indices pour identifier, paf, le bon prospect. Nous, c'est également notre capacité à être en permanence en éveil, dans une attitude d'ouverture, d'observation, d'analyse. Jean-Claude Van Damme aurait dit d'être aware, mais il avait raison, d'être en permanence en observation. Et parce que dès lors que l'on a un portrait robot très précis de notre prospect en tête, on va se rendre compte qu'on a plein d'opportunités de le rencontrer dans la vie de tous les jours, dans le train, dans un événement, dans un mariage, dans un enterrement. Il y a plein d'événements où on peut finalement rencontrer des prospects. Bon, je vous l'accorde, un enterrement, c'est touchy, mais quand même. Deuxième outil, Feedly. Feedly, alors, c'est quoi? C'est un agrégateur de flux RSS, alors, pardonnez mon jargon. En gros, ça va nous permettre de nous abonner à des sites internet que l'on trouve très intéressants. Ça va nous permettre de créer des alertes sur des mots-clés qui correspondent à des sources, à des indices pour trouver des prospects. Un exemple très concret, je suis abonné par exemple au flux du site de La Tribune, magazine économique, sur ma région, en l'occurrence Aix-Marseille. Et donc je reçois automatiquement dans Feedly le flux de La Tribune Aix-Marseille qui ne fait que parler de TPE et de start-up innovantes. Une cible très intéressante pour moi. Parce que identifier des prospects grâce à la lecture de la presse économique, ça nous donne des angles de pertinence. Parce que ça va nous permettre d'appeler un prospect en lui disant « J'ai lu dans cet article que vous aviez pour projet de vous développer sur le marché nord-américain. Et ça tombe bien, c'est un marché que je connais bien, puisque j'ai déjà accompagné 2 entreprises de votre secteur sur ce marché. » Ça va nous permettre d'identifier des angles uniques. Ensuite, des outils assez connus comme Corporama ou Compass. Ça, c'est ce qu'on appelle des outils qui permettent de fabriquer du fichier. Ce que j'aime bien dans Corporama, c'est qu'il y a un certain nombre de critères assez fins. On peut par exemple cibler les entreprises en fonction de l'âge du dirigeant. J'ai accompagné un conseil qui faisait du conseil en transmission d'entreprise. Cibler toutes les entreprises dont le dirigeant a passé 60 ans quand on fait du conseil en transmission, ça peut être un critère judicieux. Nomination a un service qui est assez pertinent. Il peut vous donner, par exemple, tous les gens qui viennent d'être nommés à une fonction. Donc, par exemple, votre cible dans les entreprises, ce sont les DRH. Nomination va vous faire un fichier de tous les DRH qui viennent d'être nommés le mois dernier. Pourquoi c'est intéressant de prospecter des gens qui viennent d'être nommés? Parce qu'ils sont ouverts au changement. Ils sont ouverts à recevoir des nouvelles propositions, des nouveaux fournisseurs. Ils ont même envie de se débarrasser des fournisseurs de leurs prédécesseurs parfois. Donc ça peut être intéressant. LinkedIn, j'allais dire évidemment, oui. LinkedIn a été inventé pour la prospection commerciale, je pense. Et oui, c'est un outil qui est génial, qui va nous permettre d'identifier des contacts dans l'entreprise, de se renseigner sur eux, d'identifier les contacts en commun que nous avons. Et donc pour pouvoir aller chercher des recommandations. C'est pas que je m'ennuie avec vous, c'est que je surveille le timing pour s'assurer qu'on soit dans les temps. Avec LinkedIn,
Deux outils diaboliques, Lucha et Casper. Est-ce que vous les connaissez? Lucha et Casper sont mes deux meilleurs amis. Tenez-vous bien, ce sont des petits plugins, donc des petites applications qu'on installe dans son navigateur et qui vont vous permettre, quand vous passez sur le profil LinkedIn de quelqu'un que vous ne connaissez pas, dans un certain nombre de cas, Lucha ou Casper vont vous donner les numéros de téléphone portables. Ouais, comme vous dites. Comment ça marche? Je ne sais pas, il y a plein de rumeurs. Une des rumeurs les plus fiables, c'est une faille de sécurité dans WhatsApp. Mais dans tous les cas, ça marche. Profitez-en, parce que la CNIL est en folie avec ces deux outils et veut les faire interdire en France. En attendant, ça marche, et c'est génial, parce que ça permet de trouver les téléphones portables. Ça ne marche pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, ça marche. Pendant un temps, il y avait même, vous passiez sur le profil d'Emmanuel Macron, il y avait même son portable. Bah, ils l'ont désactivé, oui. Et je suis con, je ne l'ai pas noté. Hunter, Voilà Norbert et Rocket Rich font tous les trois la même chose. Alors eux, c'est plus faible comme valeur ajoutée. Vous allez sur un site internet, par exemple, vous voulez prospecter, je ne sais pas moi, le groupe Alstom. Vous allez sur le site internet du groupe Alstom et ces petits plugins, Hunter, Voilà Norbert et Rocket Rich, vont vous donner la structure des emails sur ce nom de domaine. Et donc c'est très pratique. Vous voulez prospecter Robert Dupont, eh bien ça va vous dire que la structure des emails c'est r.dupont@. Et donc ça va vous permettre d'acquérir l'adresse email de ce prospect que vous vouliez contacter alors que vous n'aviez pas son email. Dernier petit outil. Alors il y a deux conditions. Il faut que vous ayez un site internet et que vous vous adressiez aux grosses boîtes, aux grands comptes. Si ces deux conditions sont remplies, GetQuanti pourrait vous amuser. Alors c'est un tout petit peu technique. C'est un outil qui transforme l'adresse IP du visiteur, parce que quand une grande entreprise vient sur votre site, je ne sais pas moi, Renault Trucks par exemple, si quelqu'un de chez Renault Trucks vient sur votre site, en fait, comme c'est une grande entreprise, Renault Trucks, ils ont leur propre adresse IP. Ce qui n'est pas notre cas, j'imagine, à chacun d'entre nous. Nous, on a des petites boîtes, donc on n'a pas d'adresse IP à nous. Renault Trucks, oui. Et GetQuanti a une base qui a beaucoup de valeur, c'est qu'ils ont fait le lien entre une adresse IP et un numéro de sirène. Et donc, ils sont capables de transformer un visiteur anonyme en visiteur nommé. Et ils sont par conséquent capables de vous dire « Hey, regarde, il y a quelqu'un de chez Renault Trucks qui a tapé ce mot-clé-là, qui est venu sur ton site, qui a consulté telle et telle et telle page et qui a en tout passé 25 minutes. » Et vous, comme vous savez que ce sont par exemple les DRH auxquels vous parlez, ça va vous permettre d'aller chercher le DRH de Renault Trucks à Villeurbanne. Et ensuite, vous l'appelez. Vous dites « Coucou, bonjour, c'est moi. J'ai vu que vous aviez passé une vingtaine de minutes sur mon site. J'en ai déduit que vous étiez sans doute intéressé par ce que je faisais. En quoi puis-je vous aider, chère madame ou cher monsieur ?» C'est assez démoniaque. Pour l'avoir testé avec plusieurs clients, c'est assez génial. C'est assez génial. Maintenant qu'on a trouvé, paf, le bon prospect. Et, juste une parenthèse d'ailleurs, il n'y a pas de miracle, hein. C'est juste une histoire de vase communicant. C'est qu'on a passé beaucoup plus de temps en préparation, de façon à passer moins de temps en exécution, c'est-à-dire à passer des appels à la suite. Mais au final, pour tout de suite juste vous donner une toute petite mauvaise nouvelle, il n'y aura pas de miracle. Donc on a passé plein de temps à préparer, à identifier, paf, le bon prospect. Il me semble maintenant important de préparer une déclaration unique et pertinente. Et cette déclaration, elle va s'inspirer, oui, de Barry White. Qu'est-ce que vient foutre Barry White là-dedans? Je vais vous le dire. Moi, j'appelle ça même la Barry White attitude. Pourquoi? Barry White chantait, je ne sais pas si vous vous rappelez, « You're the one, you're the first, you're my everything, my moon, my guiding star, and the answer to all my dreams. » Pardonnez mon accent. Et ça marchait. Bon, alors en plus, il avait une chouette voix.
Mais ça marchait. Pourquoi ? Parce que c'était une déclaration fabuleuse, extraordinairement valorisante, et qui donnait à l'autre une sensation d'unicité. Et réfléchissons 2 secondes aux appels que nous détestons recevoir. À quoi ressemblent-ils ? Les appels que nous détestons recevoir nous donnent l'impression d'être la ligne 254 dans un fichier Excel. Ils ne s'adressent pas à nous. Eh bien, on va prendre l'exact contre-pied. Et cet exact contre-pied, on va pouvoir le prendre grâce à la préparation. Parce que ça va nous permettre d'attaquer le prospect en disant « Bonjour, monsieur Durand. Je m'appelle Arnaud Ciel, je suis le dirigeant de CA+. Je vous appelle de la part de Virginie Martin. » Ça, on va le dire tout de suite. Pour pas qu'il ait peur. Qu'il m'écoute avec un peu de bienveillance. Puisque Virginie l'aime bien. Et dans l'idéal, si Virginie a bien fait son travail, il va même répondre en retour « Ah oui, Virginie m'a dit que vous alliez m'appeler. » Elle est fiable, Virginie. Une fois qu'on lui a dit ça, j'ai décidé de vous appeler. Par exemple, moi j'aime bien employer cette expression parce qu'elle envoie bien un signal d'unicité. Et c'est amusant parce qu'on débriefait avec une cliente, ça l'avait marqué. Elle m'a dit, quand tu m'as dit j'ai décidé de vous appeler, ça m'a impacté. J'ai décidé de vous appeler parce que j'ai lu dans les Échos que vous aviez tel et tel projet. Et j'ai émis l'hypothèse que je pouvais vous être utile parce que justement, moi, je fais ça, 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 et je serais ravi de bosser pour vous. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, moi, c'est ça ce que j'appelle une déclaration unique et pertinente. C'est-à-dire qu'on va vraiment préparer un pitch unique, rien que pour lui. Et pour finir les confidences, oui, ça fait 35 ans que je passe des appels de prospection. Avant chaque appel, je l'écris et je le prépare. Parce qu'il y a bien un truc auquel il faut tordre le cou, c'est le mythe du talent. Le talent est un mythe inventé par les feignants pour justifier leur médiocrité. Il faut se préparer a fortiori en prospection téléphonique. Et cette déclaration, parce que là vous allez me dire, ouais, c'est mignon, mais des fois les prospects ne répondent pas. On les appelle et ils ne répondent pas à les bougres. Alors, on a intérêt donc à mettre en place une démarche multicanale. Ce que j'appelle une démarche multicanale, c'est que pendant 2 à 5 semaines, on va essayer de joindre notre prospect. Et ce que je vous recommanderais, c'est d'essayer toujours de fonctionner par paire, une paire de messages. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va essayer de l'appeler. Ça sonne, il ne répond pas. On rappelle tout de suite, petite astuce. À la deuxième tentative, c'est spectaculaire le nombre de gens qui décrochent. Bon, deuxième tentative, il ne répond pas plus, donc je ne vais pas faire un psychopathe, je ne vais pas l'appeler 28 fois. Là, je lui laisse un message vocal, évidemment. Mais tiens, les messages vocaux, la boîte vocale du mobile, qui parmi vous n'écoute plus du tout ces messages vocaux ? Non, mais on est entre nous, hein, vous pouvez dire la vérité. Il y a bien au moins 20-30% de la population qui n'écoute plus du tout ces messages vocaux. C'est comme ça. Donc on a intérêt, en plus du message vocal, à par exemple envoyer un email, ou par exemple envoyer une demande de contact LinkedIn, ou interagir par SMS s'il a commencé lui aussi à nous envoyer des SMS. Et peut-être un nombre maxi de messages. Alors je dis peut-être parce que je vais partager avec vous un doute. Personnellement, au bout d'un certain nombre de tentatives, quelque chose entre 4 et 5 tentatives, c'est que j'ai essayé 4 à 5 fois, allez, on va dire 5 fois, j'ai essayé de joindre 5 fois un prospect. Je lui ai laissé 5 messages vocaux, doublés chacun d'une invitation LinkedIn, d'un message écrit, de différentes choses. Si il ou elle ne me répond pas du tout, personnellement, je m'arrête. Je suis susceptible déjà. Et je m'arrête. Mais quand je lis des auteurs américains,
tous disent à peu près la même chose. Ben, pourquoi tu t'arrêtes, imbécile? Donc, après, à nous de voir comment nous vivons cette absence de réponse. On peut s'arrêter ou décider de continuer. Bon, évidemment, si l'autre nous répond « foutez-moi la paix », là, on va quand même s'arrêter. Encore que j'ai lu le bouquin d'un certain Trump, il disait « non, non, même si il faut continuer ». Quels sont tous les canaux qu'on va pouvoir utiliser? Donc, on l'a évoqué, on va lui laisser des messages vocaux sur sa messagerie. Si on appelle sur une ligne fixe au bureau, on va laisser des messages à l'assistant, à l'assistante. L'email, on l'a évoqué, bien sûr. Les SMS, alors moi, j'utilise le SMS si l'autre a commencé. Ou si directement, dès sa boîte vocale, il m'invite à le faire. Si vous appelez par exemple un start-upper de moins de 30 ans, dès sa boîte vocale, il vous dit « Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale d'Hugo, ne me laissez pas de message, envoyez-moi un SMS ». Donc au moins c'est clair. On peut utiliser le MMS, c'est-à-dire en fait ce qui consiste à envoyer une petite photo. Alors je vous l'assure, j'ai vraiment envoyé ça un jour à un prospect, parce que je l'appelais, il n'était pas dispo, il me rappelait, j'étais pas dispo. Donc un jour, j'ai pris cette photo ridicule, je vous l'accorde, et je lui ai envoyé en lui disant « Bonjour Daniel, là je suis dispo, si vous voulez, on peut réussir à se joindre ». Ça l'a fait marrer, il m'a rappelé. On peut utiliser la vidéo. Là encore, ça peut être sympa pour des prospects qu'on n'arrive pas à joindre. Il y a un outil qui s'appelle Vidyard, il y en a d'autres. De mémoire, Loom a également cette fonctionnalité. Vidyard ou Loom vont permettre d'envoyer une vidéo donc, que l'on a enregistrée pour ce prospect, et on va pouvoir envoyer dans un mail ce qu'on appelle, ils appellent ça le thumb mail. C'est un aperçu écran qui va évidemment susciter la curiosité parce que dans cet exemple réel, je me suis filmé avec en fond d'écran le site web de mon prospect. Et je vais juste lui envoyer un petit message en lui disant bah, « Bonjour Daniel, n'ayant pas réussi à vous joindre, voici cette vidéo que j'ai enregistrée pour vous. » Et évidemment, elle est enregistrée que pour mon prospect. Là encore, je suis dans une démarche très personnalisée. Très bon impact. Alors, il y en a qui ne regardent pas du tout parce qu'ils ont peur. Ils se disent ça doit être des Russes qui veulent pirater mon ordinateur. Donc, il y en a qui ne la regardent pas du tout. En revanche, celles et ceux qui regardent la vidéo, le taux de retour est plutôt bon. Vidyard, V-I-D-Y-A-R-D, et le concurrent s'appelle Loom, L2OM. Demande de contact LinkedIn, évidemment. Message vocal ou vidéo par LinkedIn, ça peut être sympa aussi. Alors, c'est quoi, je vois froncer les sourcils. Une fois qu'on est en contact avec quelqu'un sur LinkedIn, on peut, vous savez, utiliser la messagerie de LinkedIn pour communiquer avec lui. Et depuis le mobile, il y a une fonctionnalité qui permet d'enregistrer soit des messages vocaux, soit des messages vidéo. Ça peut avoir un bon résultat aussi parce que ça suscite la curiosité. Et là encore, on peut mettre de l'émotion, puisqu'on va s'enregistrer ou par la voix ou par la vidéo. Et ça permet de rajouter de l'émotion, de l'enthousiasme. Et puis là encore, on peut travailler le fond. Avec une appli mobile, on peut se filmer, par exemple, j'ai une cliente qui a fait ça, devant le point de vente de notre prospect. Alors il dit, mais quel est ce couillon devant mon magasin? Et évidemment, alors il fallait que dans le cas, ce qui était pertinent, c'est que le message était lié justement à l'aménagement des points de vente. On peut interagir avec les contenus de notre prospect. Très intéressant, ça pourra apparaître dans son écosystème. Si on a un prospect qui, comme on dit, prend la parole sur LinkedIn, il peut être pertinent de liker, commenter, partager ce qu'il fait. Pourquoi pas notre propre production de contenu? Les grosses boîtes appellent ça aligner le sales et les sales et le marketing. Dans une petite boîte, c'est juste, mais je vais me dire, si je tiens un blog, par exemple, pourquoi pas produire un article sur le prospect ou sur le sujet qui intéresse mon prospect. Pour vous donner là encore un exemple concret, un client éditeur d'un logiciel de CRM avait rédigé un article « On a testé le service client d'allopneu.com ». Et évidemment, quand vous faites ça, vous attirez l'attention d'allopneu.com et ça vous facilite la prospection. Et enfin,
pourquoi pas. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était au siècle dernier, il y avait des voitures jaunes qui apportaient des morceaux de papier chez les gens. Ça s'appelait le courrier postal. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça existe encore et que c'est devenu super rare. Et donc, envoyer un vrai courrier postal, une vraie lettre ultra personnalisée, signée en bleu, avec pourquoi pas un cadeau avec. Pourquoi pas un livre, par exemple. J'ai un confrère qui a écrit aussi des bouquins un peu moins bien que les miens, mais il m'expliquait avoir gagné un contrat avec une compagnie d'assurance en envoyant au directeur commercial de cette compagnie un exemplaire de son livre et un courrier extrêmement personnalisé. Donc le courrier postal, c'est un peu coûteux, mais ça peut donner de très bons résultats. Un dernier point, pour finir dans les temps, et pour un peu gâcher l'ambiance. Oui. Tout ce que nous venons de voir, cet état d'esprit, cette méthode, ces outils, peut servir à rien si vous ne faites pas preuve d'une volonté à toute épreuve. Moi, j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs qui échouaient, malheureusement. Pourquoi ils échouaient? Parce qu'ils avaient entamé des premières démarches commerciales, mais ça n'avait pas marché. Ils s'étaient fait mal, ils avaient eu peur. Et ils se repliaient dans leur zone de confort et ils ne faisaient plus rien. Ils ne faisaient pas de démarche commerciale, mais d'ailleurs, ils avaient une excuse en béton pour ne pas avoir fait de commercial. Vous la connaissez d'ailleurs. J'ai pas eu le temps. J'ai été débordé. Comment tu fais pour être débordé? T'as pas de chiffres. J'ai quand même été débordé. Donc c'est pourquoi? Parce que faire du commercial implique de sortir de notre zone de confort. Explique de se faire un petit peu mal parce qu'on va avoir des prospects qui vont nous dire non. Et donc, moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est plutôt les bonnes méthodes de ceux qui ont réussi. Celles et ceux qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait preuve? Ils ont fait preuve d'une discipline de faire. Cette discipline, elle s'est traduite par une capacité à se doter d'une feuille de route, c'est-à-dire une traduction des objectifs commerciaux en volume de travail hebdomadaire. Combien, par exemple, de rendez-vous je dois réaliser chaque semaine avec des clients potentiels? Cette feuille de route, ils l'ont transformée en planification dans leur agenda. C'est qu'ils ont bloqué du temps dans leur agenda pour mener leur prospection commerciale, de façon à pouvoir dire « Ah non, jeudi après-midi, je ne peux pas. J'ai phoning jeudi après-midi. » Il y en a qui ont piscine, mais on a phoning. Ils se dotent d'un tableau de bord pour pouvoir suivre et analyser leurs performances et voir du coup sur quel point ils sont bons et sur quel point ils ou elles doivent s'améliorer. Et j'aimerais partager, voyez, avec vous cette très belle citation de Stephen Covey. Stephen Covey, c'est l'auteur d'un bouquin, alors le titre est un peu long, c'est « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qu'ils entreprennent ». Ouf. C'est un bouquin fantastique qui date des années 80, alors, mais qui n'a pas vieilli de mon point de vue. Voilà, je vous laisse la savourer. On arrive à la fin de cette conférence à l'heure. Je ne sais pas comment j'ai fait. Est-ce qu'on a tenu le challenge? Est-ce que vous avez 3 tips, solutions concrètes, idées, actions concrètes à mettre en œuvre? Oui? Davantage? Ouf. Alors c'est top. J'ai une bonne nouvelle. On pourra continuer les échanges sur le stand d'Uno qui se trouve à l'emplacement E15. C'est la séquence promo, où j'aurai grand plaisir à vous dédicacer le dernier exemplaire de mon livre qui s'appelle donc Réussir votre développement commercial. C'est le bouquin extraordinaire à avoir. Ne partez pas du salon. C'est un peu excessif ça peut-être. Ne partez pas du salon sans l'avoir acheté. Et si l'organisation nous le permet, je crois qu'on a encore quelques minutes, si vous le souhaitez, pour des questions-réponses.
Oui. Oui. Et comment vous faites, vous, par exemple, pour ça fait mal un peu quand même quand ce soit un nom ou que personne ne répond. Alors, est-ce que vous avez un tips pour reprendre le poil de la bête et poursuivre? Votre question est très pertinente et je la ressens exactement. C'est-à-dire qu'on a préparé, on a mis plein d'intelligence, enfin, ou ce qu'on pensait être de l'intelligence, on a mis de l'amour et on appelle avec notre petit cœur qui bat la chamade et l'autre nous est conduit, nous dit non, vous ne m'intéressez pas, allez vous faire voir. Donc ça, c'est terrible. Pour gérer ça, 2-3 tips. Le premier, il m'a été donné, alors il ne m'a pas donné à moi personnellement, mais par Rafael Nadal. J'ai lu sa biographie, qui s'appelle Rafa, et il parle des joueurs qui deviennent fous sur le court de tennis. C'est qui cassent les raquettes, qui insultent tout le monde, etc. Ils disent qu'ils deviennent fous parce qu'ils pensent qu'ils auraient pu maîtriser le jeu de l'adversaire. Et c'est Rafael Nadal qui dit ça. Il dit, c'est pas possible de maîtriser le jeu de l'adversaire. Parfois, l'autre joue tout simplement mieux que vous. Il faut l'admirer, le respecter et passer au point suivant. Donc, première solution, voilà, je ne maîtrise pas la réaction de l'autre. Je n'ai pas de prise. Deuxième tips par rapport à ça, ok, cette entreprise dans tel secteur m'a éconduit. Mais tu sais quoi? Je vais prospecter tous ses concurrents. Et je vais les prospecter avec encore plus de motivation. Et puis, comme ça va me permettre de recycler une partie de mon travail de préparation. Mais vraiment, je crois que le point le premier, le plus important, c'est je n'ai pas de prise sur sa réaction. L'autre est libre de sa réaction. C'est pour vous donner un exemple vécu dans un tout autre secteur, tout autre domaine, ma passion à titre personnel, c'est la moto. Je suis vraiment passionné de moto depuis 40 ans. Malheureusement, 2 fois dans ma vie, j'ai assisté à des accidents mortels où le motard avait oublié d'attacher son casque. Et de fait, je ne peux pas m'empêcher, quand je suis à un feu rouge, de regarder le motard ou le scooter qui est à côté, et si je vois un casque pas attaché, je lui dis. L'immense majorité des gens, à minima, me remercient. Il y a même des gens qui m'ont fait des hugs. Mais je me souviens d'un type qui me regarde et qui me dit « Qu'est-ce que ça peut te foutre? Va donc te faire... » Je vous laisse imaginer la suite. Il s'agit d'une pratique sexuelle interdite dans certains États américains. Il est libre de cette réaction. J'ai pas de prise. Donc voilà, et vite, je passe au suivant. Ce qui est important, dans tous les cas aussi, c'est d'analyser, de réécouter cet appel, de se dire, tiens, bah c'est ça aussi, ça, c'est quelque chose que j'encourage à faire. Enregistrez vos appels de prospection. Pas pour les diffuser sur les réseaux sociaux, évidemment. Enregistrez-les pour pouvoir les analyser, pour pouvoir les débriefer. Pour dire, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce qui a fait que peut-être, dans mon discours, quelque chose l'a gêné, agacé, heurté, débriefé? Ouais. Est-ce qu'on a le temps encore pour 1 ou 2 questions? Si tant est qu'il y en ait. Oui. Le téléphone aujourd'hui, c'est pas un peu agressif? Enfin, je le mets, ça va être un peu mieux pas. Alors, en vieillissant, je suis devenu vachement souple. Il y a 10-15 ans, je vous aurais dit bien sûr que non. Plusieurs choses. Si vous êtes plus à l'aise en envoyant d'abord un email, vous voyez, ça me fait penser à une astuce qu'on avait mise au point avec un client qui était comme vous très mal à l'aise avec le fait de commencer par le téléphone. Il préférait envoyer un email. Et on avait même rajouté dans cet email un petit paragraphe qui disait, vers la fin du mail, qui disait « Je me permettrai dans quelques jours de vous appeler. Bien entendu, si vous ne souhaitez pas que je vous appelle, indiquez-le-moi par retour de mail pour que je ne vous importune pas. » Bien évidemment, il n'y a personne qui répond au mail en disant « Bah ouais, connard, m'appelle pas. » C'est rare. Et ça lui permettait de se sentir à l'aise. Il avait de fait obtenu une autorisation à appeler. Donc, on peut procéder ainsi. On peut procéder sinon au travers de notre préparation aussi. Tout dépend comment je considère ma démarche.
est-ce que je la considère comme agressive, intrusive, ou au contraire bénéfique pour l'autre? Si vous aviez comme job, je ne sais pas s'il existe, le job qui, à la Française des Jeux, on va imaginer qu'il existe un job dont la personne doit appeler les gagnants pour leur annoncer qu'ils sont gagnants. Je ne sais pas s'il existe ce poste. Je pense que vous n'imagineriez pas que vous soyez là à me dire « Oh, c'est agressif, je vais d'abord leur envoyer un mail, j'ai peur de les déranger. » Vous décrocheriez votre téléphone avec un sourire jusque-là et vous appelleriez les gagnants en leur disant « Bonjour monsieur, bonjour madame, j'espère que vous êtes assis et j'ai une nouvelle extraordinaire. » Bon, alors, en prospection, ça va être un peu surdimensionné. Mais vous voyez notre état d'esprit? J'appelle avec l'état d'esprit de celle ou celui qui annonce une bonne nouvelle, qui rend service. Parce qu'il faut tordre le cou aussi à cette idée de la peur de déranger, qui est complètement fausse. Hein. Regardez dans les grandes villes la manière dont les voitures sont garées, la peur de déranger n'est pas ce qui nous anime. C'est pas vrai. Hein. Non, on a peur d'être rejeté. Ça oui, ça nous fout une peur bleue. Alors que l'autre, il a bien le droit. Voilà pour répondre. Donc soit vous le faites avant, parce que vous êtes plus à l'aise, vous préférez une demande de contact LinkedIn, vous préférez en fait avoir des actes préparatoires qui vous facilitent le job. Faites-les, bien sûr. En revanche, à un moment ou à un autre, le téléphone va s'imposer parce que c'est le seul média qui est interactif et synchrone et riche. Le média, l'email est un média pauvre. Faites le test, envoyez à quelqu'un que vous aimez un mail avec 3 questions. Je parie une très forte somme d'argent que vous n'obtiendrez jamais la réponse aux 3 questions. Vous obtiendrez dans le meilleur des cas la réponse à la première. Mais c'est pour ça que sur le plan systémique, toutes les escroqueries ont un effet désastreux sur la confiance économique qui doit au contraire présider pour qu'on soit prospère. D'où l'importance de la préparation. C'est que si je vous appelle de la part de Virginie Martin, encore elle, et que Virginie, vous l'appréciez, que vous avez confiance en elle, vous allez dire « Ah ok ». Si je vous dis, je suis comme vous, ancien de telle école, ou ancien de ci, ou ancien de ça, vos défenses vont un petit peu baisser et vous allez être enclin, a priori, à m'écouter avec un petit peu plus de confiance. Voilà. C'est l'intérêt, effectivement, de la préparation. La préparation peut permettre de diminuer cette zone de méfiance ou de défiance qu'a le prospect parce qu'il ou elle ne nous connaît pas. Oui, et il ou elle, selon son filtre, a plus ou moins peur de recevoir notre démarche. C'est pour ça que certains, par exemple, ne décrochent même pas sur un appel qui n'est pas dans leur carnet d'adresse. Certains me le disent. Ah non, il faut que je t'enregistre. Quelqu'un m'avait dit ça un jour à la fin d'un petit déjeuner, on avait échangé, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te rappelle et tout. Il me dit, ah, attends, il faut que je t'enregistre, parce que sinon, je ne te répondrai pas. Oh, ben, enregistre-moi alors. Ouais. Une dernière pour la route. Oui, moi, alors spontanément, j'aurais 2 choses. 1, lui demander quand. Non, je ne suis pas dispo maintenant. Oh, très bien. Quel est le meilleur moment pour vous rappeler? Tout de suite, et je vais horodater ce rendez-vous rappel. Et d'autre part, je vais éviter de poser la question, moi, est-ce que vous avez du temps? Parce que j'estime que quand son téléphone sonne, il y a un bouton rouge, un bouton vert, et que 100% de ma cible, c'est faire la différence entre les deux. Donc s'il a décroché, c'est qu'il était disponible. Donc je ne vais pas lui poser la question. Et il faut qu'on conclue, Mathieu. C'était la dernière question. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un salon merveilleux, fructueux. Et si vous le souhaitez, on peut se retrouver sur le stand d'Uno. Bonne journée. Bon business. Merci à vous.